Bonjour, cette petite vidéo a pour but de vous présenter les activités de Psybé et surtout de vous présenter comment est né le centre de formation Psybé et pourquoi est-ce qu'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une société privée et ça n'est pas une association ou une fondation. Donc vous avez pu déjà voir sur le site internet que le centre de formation Psybé est consacré à la thématique des thérapies complémentaires ou médecine douce. Terme que je préfère utiliser, c'est pratique non conventionnelle qui réunit toutes ces approches. Donc les activités principales et les prestations principales, ce sont des formations continues, post-grade, donc pour les professionnels de santé déjà titulaires d'un diplôme et comptant comme heures de formation continue. Ça, ce sont des webinaires en ligne qui sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous verrez aussi qu'il y a des petites capsules d'information disponibles qui présentent le champ général des pratiques non conventionnelles. Vous verrez aussi que je propose des ateliers de sensibilisation au recours à ces approches-là pour les professionnels de santé et les institutions en lien avec la santé et le social. Et puis vous verrez aussi en page d'accueil qu'il y a un guide suisse sur les thérapies complémentaires où vous aurez là un panorama de la représentation de ces approches-là, notamment en Suisse avec le cadre légal. Mais cette capsule d'information-là est plutôt, je vais plutôt me concentrer sur la ligne éditoriale de Psybé et comment est né le centre de formation Psybé. Et pour cela, je dois vous parler un petit peu de mon parcours et retourner au début de mon université et mes études de psychologie. Alors, d'entrée de jeu, première année de psychologie et premier cours de psychologie expérimentale, il est clair, l'âme, l'esprit ou l'inconscient ou la conscience, c'est du domaine de la spéculation, c'est de la philo et on oublie ces termes en psycho. Et c'est un petit peu embêtant parce que moi, pendant mes années de collège, je ne travaillais plus uniquement pour avoir des bonnes notes aux examens, mais je commençais vraiment à m'intéresser à la philo, à la littérature, mais aussi aux mathématiques, à la géométrie, à l'algèbre. Et je trouvais que, par exemple, qu'il y avait beaucoup de philosophie dans les mathématiques, par exemple la notion d'infini ou la notion d'asymptote. Mais bon, pour finir, j'ai choisi psycho parce que en maths, ma foi, j'étais pas très fort. Et puis en philo, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a comme travail après. Et puis un petit peu secrètement, je pensais qu'en psycho, je pourrais avoir accès au mystère de l'esprit. C'est que moi, je suis un pur produit de la culture pop des années 80, c'est-à-dire la science-fiction, la télépathie, la cosmo-énergie, par exemple dans les mangas avec les chevaliers du zodiaque, la possibilité de soins à distance. Tout ça, c'est fascinant, les histoires de fantômes, de la possibilité de la vie après la mort. Tout ça, à mon sens, fascine tous les enfants qui parlent de ces sujets-là, qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Et comme tous les enfants, j'étais aussi admiratif, on avait accès déjà dans les années 80 avec la télévision à tous ces mystères, à ces personnes qui prétendaient pouvoir soigner à distance, diagnostiquer au premier coup d'œil. Donc tout ça me fascinait comme j'imagine tous les enfants de 8 à 10 ans quand on approche ces sujets-là. Et par contre, moi, je n'avais pas toutes ces capacités-là. C'est pour ça que ça me fascinait. J'entendais parler de ces personnes qui pouvaient soigner à distance, qui avaient vu des fantômes ou qui pouvaient communiquer avec les esprits. Et moi, je n'avais pas du tout ces capacités-là. Je me sentais presque à part de ne pas avoir ces capacités ou une capacité particulière. Je n'avais rien, moi, de particulier. Il y avait les intellos, il y avait les forts en foot, il y avait les forts en musique, il y avait les forts en dessin. Et moi, je n'avais rien de particulier. Je n'ai pas eu d'expérience exceptionnelle ou d'événement spécial dans ma vie. Je n'étais pas capable de télépathie ou j'étais incapable de voir, comme certains le prétendaient, le corps énergétique qui entoure une personne. Je ne voyais pas de fantômes, je ne voyais pas de défunts. Et je me demandais, mais pourquoi certaines personnes sont capables et prétendent pouvoir voir ou soigner à distance, alors que pas moi. Je dois dire que j'ai une vie assez banale, faite de copains,
l'école, ma foi, c'était plutôt aller jouer en dehors de l'école qui m'intéressait plutôt que l'école en elle-même. Puis ma foi, il y a les filles, il y a des histoires d'amour, il y a la fête, ensuite il y a la vie d'étudiant, et puis plus tard, ma foi, il y a le travail, et puis la vie de famille et père de famille. Donc à 20 ans, j'avais 20 ans à ce moment-là, la raison du choix de la psycho, c'est parce que en réalité, mon seul but, c'était de connaître et de savoir, et savoir aussi un petit peu secrètement, est-ce que tout ça existe vraiment? Et je ne pensais pas du tout à travailler après l'Uni. Mon but, ça n'était pas de trouver quelque chose pour travailler après, mais pour savoir ce que c'était que la psycho. Mais je dois dire que la première année psycho, c'était quand même la meilleure année parce qu'on a eu les cours d'introduction à qu'est-ce que c'est que la psychologie, l'histoire de la psychologie, quels sont les outils principaux utilisés en psychologie, avec les mises en garde qui ont été données par exemple aux statistiques. On a eu évidemment une introduction aux méthodes statistiques avec tous les écueils dans lesquels on peut tomber, c'est-à-dire qu'avec les statistiques, on peut un peu tout et rien dire suivant comment on bidouille les données. Et tout ça était vraiment très intéressant, mais on ne discutait, ma foi, pas de ces sujets-là qui me semblaient essentiels, la télépathie, la clairvoyance, l'intuition, l'imagination. Et je dois dire que en réalité, on n'avait pas vraiment le temps de s'y intéresser. Hein. Quand on démarre l'université, ma foi, il y a d'autres choses à faire. Hein. Il y a les livres à lire, il y a les cours, il y a les séminaires, il y a les travaux pratiques. Et puis à la fin de l'année, il y a des examens. Donc tout ce qui concerne télépathie, clairvoyance, tout ça, ça sera pour plus tard. Et puis arrive la deuxième année de psychologie. Et là, j'avais l'impression qu'on a tout oublié de ce que l'on a vu en première année, les mises en garde statistiques, l'histoire de la psychologie, c'est bon, on a fait un petit tour et puis c'est terminé. On rentre de plein fouet dans l'évaluation, le testing, les méthodes diagnostiques, les différentes psychopathologies. Donc tout ça a été bien intéressant, mais pour moi, rien de passionnant. Et puis en deuxième année de psychologie, j'ai rencontré un étudiant qui, depuis lors, est devenu un ami. Et on avait un petit peu ce même constat avec la psychologie, c'est qu'on se demandait où est l'âme en psychologie. Psychologie, c'est l'étude du psychisme ou aussi un petit peu de l'âme. Et on a passé pas mal de temps ensemble un petit peu à critiquer la psychologie en se demandant justement, il manque quelque chose à ce discours-là qui est très rationnel, très prudent. Et on vivait des choses en dehors de l'université, en dehors des cours qui étaient passionnants, émotionnellement très forts. Et on se demandait, mais où est ce discours-là de quelque chose qui est spontané, émotionnellement très engageant, que l'on ne retrouvait pas en psychologie. Donc on a passé un petit peu de temps ensemble. Ensuite, j'ai perdu contact pendant quelques mois avec lui. Je ne le voyais plus en cours. Et puis, il a repris contact spontanément avec moi. Et il m'a dit, moi, la psychologie, c'est terminé. J'ai trouvé bien mieux, c'est l'astrologie. Et ça, c'était en l'été 2004. Et je dois dire que pour moi, l'astrologie, ça se résumait à l'horoscope dans les journaux. Donc, j'étais pas très convaincu, ou en tout cas pas très intéressé par son histoire d'astrologie. Mais je me suis laissé quand même convaincre qu'il fasse mon thème, évidemment. Hein, quand on parle d'astrologie, on veut faire son thème astral avec ses coordonnées de naissance. Je me suis laissé convaincre par l'analyse, il m'a fait l'analyse de mon thème. Et puis j'étais assez bluffé par ses interprétations avec tous les biais que ça comporte. Hein. Je pense qu'il avait aussi un petit peu une lecture à froid. Il pouvait un petit peu regarder en fonction de comment j'étais, en conclure de mes pensées et de mon historique aussi un petit peu. On se connaissait un petit peu, donc peut-être qu'il avait aussi pu reprendre des choses que je lui avais confiées. Donc tout ça est du ressort. En 2004, j'étais peu sensibilisé à tous ces biais cognitifs qui peuvent nous induire en erreur et nous faire penser qu'il y a quelque chose derrière l'astrologie, alors que peut-être c'est simplement une simple déduction. Et même si on se connaissait, il y a certaines conclusions qui m'avaient donné qui ne pouvaient pas ressortir, ou il me semblait que ça ne pouvait pas ressortir de nos discussions, de nos échanges, de ce que l'on connaissait. Donc moi, en 2004, j'avais fini tous mes examens en début de l'été. Théoriquement, je n'avais rien à faire jusqu'à la prochaine rentrée, c'est-à-dire en octobre. Et je lui ai dit, écoute, donne-moi quelques livres d'astrologie, oui, ça a l'air sympa, un peu de lecture pour l'été, donne-moi 1 ou 2 bouquins d'astrologie, puis je vais regarder ce que c'est, puis on reprend contact à la fin de l'été. Et ce fut en réalité mon entrée, alors d'une part dans l'astrologie, mais
plus généralement dans le domaine de ce qu'on appelle l'ésotérisme. Et pour moi, l'astrologie, c'était une façon de tester une méthode pour mieux connaître le monde qui nous entoure, le monde physique, à la fois physique et psychique, et la nature des choses. Alors que, à côté de ça, la psychologie était très prudente, elle n'était pas sûre d'elle, elle parlait en termes de probabilité, de statistiques, c'était très impersonnel et très fonctionnel. Et ce que je lisais pendant cet été 2004 ne contredisait pas la psycho, ça la complétait, ça la donnait, l'ésotérisme était plus complet, plus imagé que la psychologie qui était très analytique. Et je m'y intéressais non pas pour soigner les gens, mais pour apporter une certaine vision du monde, une façon de cartographier l'environnement à la fois physique mais aussi de l'imaginaire. Et pendant cet été-là, je trouvais un petit travail alimentaire et ce n'était pas un problème pour moi quand je disais que j'étudiais un peu l'astrologie ou je regardais ce que c'était pas un problème pour moi de trouver des coordonnées de naissance. Il y avait beaucoup de personnes qui me disaient « Ah, tu fais de l'astrologie, c'est intéressant. Est-ce que tu peux faire mon thème ?» Donc, au contraire, pendant cet été-là, j'ai rencontré plutôt un vif engouement, voire une admiration par rapport au fait que, d'une part, j'étais étudiant en psychologie, donc bien comme il faut à l'université, mais en plus, j'étudiais l'astrologie, donc tout cela, j'avais une aura de respectabilité dans ce que je faisais. Mais j'annonçais clairement la couleur. J'étudie l'astrologie. En réalité, les quelques livres d'astrologie que j'avais lus, il était question de tester des recettes de cuisine. C'est comme un livre de recettes de cuisine. Il y a un dictionnaire d'interprétation et en fonction des planètes, des maisons, des aspects entre les planètes, vous en déduisez. Il y a déjà des déductions qui sont données dans ces livres. Donc j'annonçais clairement la couleur. Il ne fallait pas prendre pour argent comptant ce que je disais. J'étais étudiant, il ne fallait pas hésiter à me contredire si je racontais n'importe quoi. Et puis, il n'y avait pas de secret. L'astrologie, ma foi, j'ai constaté par la suite que les livres d'astrologie, vous les trouverez dans votre bibliothèque de votre région de domicile. Il n'y a pas de secret, les livres d'astrologie. Ils sont à la biblio. Je n'ai pas été initié par un grand maître qui m'a transmis une connaissance oubliée, pas du tout. Et puis, je n'ai pas eu de révélation ou d'expérience mystique qui m'a montré la réalité de l'univers. Pas du tout. Je teste des recettes de cuisine et dites-moi si ça fonctionne ou pas. Et naïvement, quand les personnes me disaient être intéressées par l'analyse de leur thème, je pensais que justement elles me donnaient leurs coordonnées de naissance pour un petit peu mieux connaître, mieux se connaître. Et puis peut-être aussi, moi mon intérêt c'était de leur montrer ou de leur présenter qu'est-ce que l'astrologie, avec peut-être l'idée qu'elles-mêmes puissent faire de l'astrologie avec passion comme moi je le faisais. Et les consultations que je donnais étaient très naïves. Mon but, c'était de tester une méthode et pas du tout pour soigner. Et j'ai constaté au fil du temps que les personnes qui disaient être intéressées par l'astrologie étaient en réalité préoccupées par un problème, leur problème, et elles pensaient que l'astrologie pouvait apporter une solution à leurs problèmes. Et dans les consultations que je donnais, moi à l'époque je n'avais pas de cabinet, je donnais des consultations dans les bistrots, on me payait le café ou on me payait l'apéro, et puis je leur proposais de faire l'analyse du thème et de passer une petite heure ensemble à discuter de ça. Donc le premier quart d'heure, je donnais mes conclusions et mes interprétations astrologiques, et je dois dire que les gens étaient assez fascinés et fascinés par la pertinence de mes interprétations. Certaines personnes, je les connaissais un petit peu, d'autres pas du tout. Et le premier quart d'heure là, c'est moi qui parlais, mais en réalité les 45 autres minutes d'entretien, c'était elles qui me parlaient et je passais mon temps à faire du soutien psychologique. Il faut dire que avec l'interprétation de l'astrologie et cette espèce d'aura de respectabilité, je crée sans le savoir à l'époque une alliance thérapeutique avec la personne qui venait faire l'analyse, à qui j'ai fait l'analyse. Et en réalité, je crée une relation de confiance très très rapide. C'est une fausse relation de confiance parce que c'est déséquilibré. Il y a le sachant
moi qui donne mes interprétations qui viennent de quelque chose d'un peu mystérieux, et le consultant qui est là et qui dit « Ah oui, comment tu peux savoir ça? Ah oui, tout à fait, c'est ça. Comment tu peux savoir ça ?» Alors je leur expliquais qu'en réalité, c'était des recettes de cuisine que j'appliquais. Mais moi, j'étais pas préparé à tout ça, c'est-à-dire que les 45 autres minutes, les personnes vidaient leur sac et pouvaient, dans cette relation de confiance-là, déposer sur la table les problématiques qu'elles avaient de l'enfance, familiale, sentimentale, professionnelle. Et parfois, j'ai même eu quelques larmes qui ont coulé pendant ces entretiens-là. Et je n'étais pas du tout préparé, moi, à accueillir cette souffrance qu'ils pouvaient déposer vers moi. Et je ne savais pas comment y répondre. J'étais même un petit peu mal à l'aise parce que je n'avais pas du tout, je m'attendais pas du tout à devoir gérer en réalité l'aspect psychologique. Pour moi, c'était transmettre un savoir. Et donc j'ai fait ça pendant un peu tout l'été 2004. J'étais assez mal à l'aise parce qu'au final, les gens à qui j'ai fait leur analyse parfois revenaient vers moi en disant « Ah, tu peux refaire mon thème actuellement parce que tu vois, il se passe ça et ça dans ma vie, je ne sais pas trop comment m'y prendre, etc. » Et quelque part, j'avais l'impression que ces gens-là prenaient ce que je disais comme parole d'évangile parce que c'était un savoir qui vient de l'univers et qu'il y avait une sorte d'attente très très forte par rapport à mes interprétations et moi je n'étais pas du tout prêt je n'avais pas cette carrure-là pour donner des informations très très sûres, j'étais pas sûr de moi, donc j'étais très mal à l'aise avec ces personnes qui attendaient de ma part une sorte de révélation ou de solution à tous leurs problèmes. Donc c'était déjà une première raison qui par la suite va me faire me distancer de la pratique de l'astrologie. Mais bon, il ne faut pas oublier les études universitaires. Après la deuxième année, il y a la troisième année. Et pendant cet été 2004, j'ai cherché à savoir comment pouvoir lier l'astrologie, l'ésotérisme avec l'université. Et dans mes recherches, j'ai constaté qu'il y avait un psychiatre suisse, c'est le psychiatre Carl Gustav Jung, qui avait utilisé l'astrologie pour développer son concept de synchronicité. Et là, pour moi, c'était le déclic en me disant « Voilà, je vais utiliser la synchronicité. La synchronicité, c'est deux événements qui sont liés entre eux sans réelle cause. » Jung a utilisé l'astrologie pour étayer un petit peu son hypothèse de dire « Voilà, on est en correspondance avec la position des planètes. » Donc pour moi, c'était le déclic. Voilà ce que je vais faire. Il faut choisir à partir de la troisième année son travail de licence qui va devenir notre travail de fin d'études. Pour moi, c'était clair, la synchronicité, j'allais faire un travail sur la synchronicité. Et je dois avouer qu'en réalité, la synchronicité, c'était un peu un prétexte pour moi pour amener le sujet de l'ésotérisme à l'université. Et ce sujet-là, qui n'était pas vraiment dans les sujets mainstream de la psychologie, en réalité, j'ai eu beaucoup de facilité à trouver un directeur de licence. Après une semaine de la rentrée, donc au mois d'octobre, ça a été une lettre à la poste. J'ai filé dans le bureau du prof d'histoire de la psychologie pour lui proposer de faire un mémoire sur la synchronicité. Il a tout de suite accepté et une semaine après la rentrée, pour moi, c'était réglé. J'avais mon directeur de licence et j'étais parti pour terminer mon uni avec cette thématique-là de la synchronicité et de l'ésotérisme. Et donc, à partir de la troisième année, j'ai pris des cours qui étaient beaucoup plus intéressants qu'en psycho, mais c'était hors psycho. J'ai fait un petit peu de philosophie, j'ai fait un petit peu d'anthropologie religieuse et j'y trouvais ce que j'avais pas trouvé en psycho, c'est-à-dire l'esprit. J'ai pu étudier en réalité à l'université avec le prétexte de l'ésotérisme. J'ai pu étudier pendant quelques années officiellement l'ésotérisme, Jung, l'astrologie, l'alchimie. Et c'était vraiment une période très enrichissante pour moi. J'ai passé mon temps à, comme on dit dans le jargon ésotérique, à traquer le subtil, à essayer de trouver des symboles ésotériques dans la culture, dans l'histoire, dans l'expression artistique. J'ai pu réunir des ouvrages, des auteurs, des courants de pensée. Tout ça a été
à fait officiel. J'ai chiné dans les librairies de deuxième main, dans les brocantes pour voir s'il y avait des petites perles d'ésotérisme que je pouvais trouver. Et en tout, mes études, elles ont duré 5 ans. Mais en réalité, en 4 ans, j'avais fini tous mes cours et tous mes examens. Il me restait encore simplement mon mémoire de licence à rendre. Et à partir de la 3e année, je me suis relativement isolé par rapport à mes autres camarades de psychologie parce que le sujet de la synchronicité, ça attise un petit peu la curiosité, mais ça s'arrête là. Et je suis un petit peu tombé dans ce que j'appelle le piège de l'ésotérisme, c'est-à-dire que je me suis relativement isolé et je ne croyais plus vraiment à la pertinence de l'académie, de l'université par rapport à ces sujets-là, et j'avais l'impression qu'en réalité, même si je peux travailler sur la synchronicité, ça n'intéresse pas du tout et il n'y a rien à faire avec ça. Et même, je suis tombé aussi dans ce piège-là de penser que l'université cachait volontairement tous ces aspects ésotéristes, de sciences secrètes, volontairement pour pas que les étudiants aient accès à cette connaissance très enrichissante. Et en dernière année, je n'ai pas mis les pieds à l'université, je suis rentré dans mon Valais natal, l'université c'était à Lausanne, j'étais retourné dans mon Valais natal, je trouvais un travail pour pouvoir payer, terminer mes études et vivre de manière indépendante et sans grande conviction. J'ai rendu mon travail de licence sur la synchronicité et je ne voulais quasiment plus entendre parler de l'uni qui était du côté du mal et du côté de l'officiel qui ne s'intéresse pas à l'ésotérisme. J'ai rendu mon travail sur la synchronicité en espérant avoir au moins la moyenne pour au moins avoir mon diplôme de psychologie et je ne voulais plus en entendre parler à ce moment-là. Et là, surprise, je reçois la note de mon travail de licence et il m'a mis 5,5 sur 6. Et là, je me suis dit, non, ça a été encore un déclic pour me dire, il faut que je continue avec cette histoire de synchronicité. Il y a la possibilité de faire quelque chose avec ce sujet-là et il est possible aussi de discuter de ces sujets-là au sein même de l'académie et de l'université. Mais il faut y donner la forme et la forme d'un travail de licence quand on a sa licence en psychologie, ce qui est équivalent au master. En réalité, c'est une dissertation que l'on fait. On fait une thèse, une antithèse et une synthèse. Alors pour moi, la thèse, c'était regarder la synchronicité, c'est bien. L'antithèse, c'est attention, la synchronicité, c'est pas tout à fait très bien. Et la synthèse, c'est de dire que la synchronicité, c'est intéressant, mais ma foi, c'est pas scientifique. Donc à partir du moment où vous faites cette dissertation-là, où vous confrontez les points de vue, eh bien vous pouvez parler de tous les sujets, mais il faut y donner la bonne forme. Donc je trouverais bien, après l'université, des partenaires qui étaient également intéressés par ces aspects de synchronicité, mais il fallait que je trouve qui et sous quelle forme j'allais pouvoir faire un travail. Alors les études, j'ai eu mon diplôme, c'est fini, et comme la plupart des étudiants en psycho, la première chose que l'on fait quand on a fini ses études, c'est de s'inscrire au chômage. J'avais rencontré un psychologue jungien, j'étais resté avec cet aspect de Jung qui m'a bien fait comprendre et il a eu ce bon message pour moi de dire avant de te lancer dans synchronicité, Jung, etc., fais tes classes, commence par continue le chemin officiel de l'université et quand tu as fait tes classes et que tu as obtenu tes galons, là à ce moment-là tu peux aller un petit peu plus loin. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. Les stages payés au Lance-Pierre, c'est pas difficile à trouver. J'ai commencé à faire quelques mois donc un stage en recherche où j'ai pu faire un petit poster sur le syndrome métabolique associé au jeu d'argent. Je travaillais dans le domaine des addictions et ensuite j'ai enchaîné directement avec une partie clinique au sein même du domaine des addictions parce que le chef de clinique était très ouvert par rapport à ça. Il donnait facilement la chance aux psychologues débutants et j'ai proposé au chef de clinique, j'ai demandé est-ce que c'est possible que je puisse enchaîner après mon petit stage de psychologue de recherche, psychologue en recherche, de faire de la clinique. Oui, tu connais la maison, pas de problème, le prochain stage, il est pour toi. Et au sein même de ce centre-là, j'ai rencontré aussi, c'était lors d'un apéro, je crois que c'était à l'apéro de Noël, il y avait tout le gratin du service qui était là, et notamment le grand chef de service, prof de médecine, qui s'inquiétait, enfin se renseignait par rapport à ses nouveaux collaborateurs, de dire « Ah, vous avez fini l'uni, vous avez fait où l'université et qu'est-ce que vous avez fait comme travail de fin de licence ?» Et moi, je dois dire, avec
Avec la synchronicité, j'osais à peine en parler. Donc, quand tu as le grand Manitou de la médecine qui dit alors, quel travail vous avez fait à la fin de l'université? J'ai dit, bon, moi, j'ai fait un travail sur la synchronicité. Et il s'est extasié par rapport à la synchronicité. Ah, mais la synchronicité, je connais bien, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire avec la synchronicité. Aussi, l'aspect existentiel, symbolique dans le domaine des addictions, c'est très, très intéressant. Donc moi, fraîchement diplômé de l'université, premier stage en centre hospitalier où on a la chance de pouvoir discuter avec le grand chef de clinique qui vous mange dans la main en réalité par rapport à son intérêt sur la synchronicité. Je pense que j'ai eu des étoiles dans les yeux pendant 3-4 mois et je me suis dit, ah c'est bon, là, la synchronicité, mon avenir est tout tracé, je vais pouvoir travailler là-dessus. Le grand chef de service me mange dans la main avec la synchronicité, j'ai plus qu'à terminer, à poursuivre sur cette voie-là. Puis on m'a bien fait comprendre, enfin c'était la secrétaire de ce prof-là que je connaissais bien, j'allais fumer des cigarettes avec elle à la pause. Elle me disait, écoute, oui, il est très enjoué, mais n'attends pas trop de lui parce qu'il est déjà surbooké, il est membre de conseils, de fondations, d'associations, de comités, il ne va pas à la moitié déjà des réunions de comités, il est très sympa, il est très engagé, mais il ne faut pas trop attendre de lui parce qu'il n'aura pas le temps de t'aider. Et donc c'était un petit peu le début de mes désillusions et de mes déceptions où à ce moment-là, j'ai commencé à faire un peu le tour de la Suisse romande pour chercher qui travaillait dans ce domaine-là et avec qui je pouvais travailler. Et puis en réalité, j'ai fait le tour de la Suisse romande avec des personnes qui toujours me disaient « Ah oui, la synchronicité, l'ésotérisme, c'est très intéressant, mais alors moi je ne pourrais pas directement moi vous aider, mais allez voir mon collègue, lui il peut peut-être vous aider, ça l'intéresse aussi. » Et puis à chaque fois, j'allais voir le collègue du collègue qui me disait « Ah oui, c'est très intéressant, mais allez voir mon collègue là, il pourra mieux peut-être vous aider. » Et puis, comme je démarrais aussi un stage clinique, je voulais me confronter à la clinique. Là aussi, je peux l'avouer, si j'ai voulu faire de la clinique, ça n'était en réalité pas avec l'intention première et empathique de soigner et d'aider les gens. Mon dessein secret, c'était de comparer les catégories diagnostiques qui sont dans les manuels de psychiatrie avec les catégories données par l'astrologie. Et je voulais un petit peu comparer ça et montrer que l'astrologie était très pertinente dans le cadre de la clinique. Et je voulais en réalité valider un petit peu tout ce que j'avais lu sur l'ésotérisme pour le remettre dans le domaine de la clinique. J'avais plein d'idéaux comme ça, avec Jung aussi. Après mon stage en clinique des addictions, j'ai travaillé au service cantonal de la jeunesse, donc enfants et adolescents. Et alors la possibilité de pouvoir appliquer la synchronicité en thérapie avec les enfants, le jeu de sable, voir l'inconscient collectif à l'œuvre chez l'enfant qui s'amuse à faire un dessin ou qui joue avec des jeux symboliques. Je pouvais voir l'archétype en action avec les enfants. C'était un magnifique projet, des magnifiques idéaux que j'avais. Mais en réalité, pas du tout. Quand tu as des gamins qui te sont amenés par l'école avec un bilan à faire, une évaluation, un rapport à écrire, un réseau à organiser avec l'enseignant, l'éduc, le pédiatre, le logo, la psychomotricienne, il y a un peu plus urgent que de trouver son animal totem et à faire émerger l'archétype chez l'enfant. Et c'est là aussi où ça m'a un peu distancié de cette approche astrologique et ésotérique. On est vraiment dans cette approche quantitative de la santé. Elle est là pour répondre à la masse de demandes. On avait une file d'attente de 2-3 mois. Enfin, les professionnels de santé connaissent très très bien ce problème-là. Ils sont débordés de demandes, ils sont débordés aussi de tâches administratives en plus de la consultation pure avec le patient. Et ça, c'est quelque chose les outils en réalité de la psychologie pour répondre aux situations, parfois aux situations de crise. Qu'est-ce qu'on fait en rentrant ce soir avec notre gamin? Ça ne va plus à la maison. Qu'est-ce qu'on dit à l'enseignant demain par rapport à l'école? On fait un saut de classe ou pas? On le met dans une autre classe parallèle, une classe de soutien? Donc, il y a plus urgent que de trouver son animal totem. Et cette approche-là quantitative j'ai compris qu'en réalité, tout ce qui est archétype, inconscient collectif, jeu de sable, pratique astrologique,
Tout ça, c'était incompatible avec ma casquette de psychologue clinicien. Et ça pose des problèmes déontologiques, d'autant plus que j'avais bien les coordonnées de naissance des patients, mais je n'osais pas trop leur demander « Ah, ben, et puis vous êtes né où et puis vous savez à quelle heure vous êtes né ?» Donc c'était un petit peu problématique. Je ne pouvais pas faire de l'astrologie comme il faut en milieu clinique. Et en réalité, le démarrage de mes activités en clinique m'a fait totalement abandonner la pratique de l'astrologie. Les outils qui sont donnés dans les manuels et dans les formations que j'avais en psychologie tout à fait standard étaient bien suffisants pour répondre aux demandes urgentes des patients qui étaient parfois en état de crise et il fallait trouver une solution assez concrète à des problèmes très concrets. Et donc, j'allais pas révolutionner, hein, j'avais un peu cette idée-là de, comme tous les jeunes professionnels de santé, un peu révolutionner le domaine du soin par des nouvelles méthodes, etc. J'ai un petit peu fait le deuil par rapport à ça. J'allais pas révolutionner le monde du soin avec la synchronicité et l'astrologie, mais je veux mettre quand même en avant que le corps médical n'est pas totalement hermétique à ces sujets-là. J'ai eu même des discussions très intéressantes, c'était lors de colloques, de congrès, ou à la pause, à l'apéro, ou à la pause de midi, où je pouvais aborder ces sujets-là, notamment de la synchronicité ou de certaines pratiques associées, pratiques qui après j'ai su que c'était des thérapies complémentaires. Mais à un moment donné, tous ces gens-là me disaient « Oula, l'heure tourne là, il faut qu'on retourne travailler ». Et c'était toujours des choses complémentaires, un bon accueil, mais pas le temps. C'est un peu le mot d'ordre que j'avais dans ce domaine clinique-là, c'est qu'on a les patients à voir, on a un rapport à rendre, on a une réunion à faire. Donc tous ces beaux sujets-là, c'est très intéressant, mais pas le temps. On a un rapport à rendre. Et donc ça sortait rarement sur un papier, des fois il y a un petit édito dans des revues médicales où la relation avec le patient c'est très important, etc. Oui. Mais il y en a un autre qui attend derrière, donc c'est tout bon, on est bon, il y a un autre qui attend, au revoir, merci, patient suivant. Et puis j'imagine ou je pense que pour certaines personnes que j'ai rencontrées, lorsqu'ils me disaient « écoutez, c'est très intéressant, mais j'ai pas le temps, je dois retourner voir mes patients, ou je suis enseignant et je dois retrouver voir mes élèves, je suis prof à l'université », je pense qu'un certain nombre avaient cette politesse de me dire « j'ai pas le temps, ça veut dire je m'en fiche complètement ». Et donc en 2011, les stages cliniques, c'est fini et naïvement, je pensais que j'étais prêt à travailler et à gagner ma vie. Et puis tout naturellement, je me suis orienté vers, je voulais m'inscrire à l'école Jung à Zurich pour devenir psychologue analyste. C'est trop loin, c'est trop cher, on y rentre par recommandation. J'avais aucune recommandation, j'avais tout juste 30 ans, donc je ne connaissais pas, moi, le domaine des psychologues. Et puis, j'avais aussi parcouru un petit peu les institutions en Suisse romande pour savoir alors, je vais m'orienter vers la psychologie analytique, Jung. Ah oui, très intéressant, donc je peux faire un stage avec vous? Non, 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 on n'est pas ça du tout. Donc, ce que j'ai compris à force de faire le tour de la Suisse romande pour dire, voilà, j'aimerais me spécialiser en psychologie analytique. Ah oui, tout à fait, mais en réalité, personne, aucune institution ne voulait engager de psychologue, puisque j'ai constaté, c'est qu'en réalité, on ne commence pas une carrière de psychologie en psychologie analytique, on termine sa carrière en faisant un complément avec Jung, mais on ne commence pas une carrière avec ça. Donc en parallèle, je trouvais un cabinet à partager, je me suis inscrit à une formation en hypnose, je participais à de nombreuses journées de formation continue par rapport à certaines pratiques. J'ai fait du magnétisme, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la musicothérapie, j'ai fait de la danse-thérapie. Donc je me suis un petit peu, c'est là où j'ai appris l'existence des thérapies complémentaires ou pratiques non conventionnelles. Et c'était aussi là mes premières déceptions que j'ai constaté par rapport aux personnes qui fréquentent ce genre de formation ou de formation continue. Que ce soit le magnétisme, l'hypnose, les pratiques psychocorporelles, c'est un peu comme les personnes qui s'intéressent à l'astrologie. On ne s'intéresse en réalité pas à telle ou telle pratique. On espère que cet outil, l'hypnose, le magnétisme, va pouvoir aider ou aider soi-même à résoudre leurs propres problèmes. Et je dois avouer que j'ai rencontré un nombre assez impressionnant de ce que j'appelle des souffreteux, c'est-à-dire des gens
qui me disait « Ah, mais moi, avant cette formation-là, j'ai fait du Reiki, de la kinésiologie, tu connais, la PNL, tu connais pas, et je te donne un livre, il faut absolument que tu lises le livre de cet auteur-là, c'est une approche très intéressante. » Donc, ils avaient déjà fait de nombreuses formations dans des autres approches, et j'avais l'impression qu'en réalité, ils venaient encore faire une formation en espérant que telle approche, je ne sais pas vraiment ce qu'ils recherchaient, mais j'ai l'impression qu'ils étaient en thérapie perpétuelle et que oui, ça va mieux. Vous demandez alors comment ça va aujourd'hui, ça va mieux. Ah bon, ben ça allait pas bien avant. Et puis vous le rencontrez 6 mois plus tard en disant alors comment ça va? Oui, oui, ça va mieux. Ça allait, alors Dieu sait dans quel état c'était il y a 6 mois. Donc j'avais l'impression que voilà, il y avait, comme avec l'astrologie, on ne s'intéresse pas à telle ou telle méthode, on est préoccupé par un problème. Ça m'a un petit peu dérangé. On vient chercher en réalité dans ces journées de formation continue, notamment avec l'hypnose qui était très basée sur la pratique, on vient chercher la catharsis, on vient chercher vraiment la réaction émotionnelle qui va pouvoir faire sortir le gros morceau qui ne veut pas sortir. À me demander si une psychothérapie en bonne et due forme n'était pas plus indiquée que de papillonner avec telle journée de formation continue, telle approche, tel auteur ou tel livre. Et moi, j'avais pas 30 ans à l'époque quand je participais à ces journées-là et j'étais le plus jeune. Les autres participants avaient 45, 50 ans, avaient déjà une carrière derrière eux 15, 20 ans de pratique et avaient tout un petit peu ce même constat, c'est de dire voilà, moi j'ai fait tout bien comme il faut et puis à un moment donné, plus ou moins pétage de plomb, plus ou moins burn-out, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 20 dernières années? J'ai oublié l'essentiel, le principal, son ressenti, et là on se retrouve dans ces approches psychocorporelles. Je pense aussi avoir vécu à ce moment-là l'une des seules expériences exceptionnelles, si on peut parler comme ça. Je participais à un stage de magnétisme où on se magnétisait les uns les autres pour apprendre et apprendre à ressentir par le magnétisme. Alors moi-même, j'ai ressenti quelque chose lorsque je magnétisais quelqu'un, de voir, j'avais passé à la hauteur de sa jambe et de son genou, où je voyais, oulala, tout d'un coup, là, c'est très très chaud, et la personne me dit, oui, j'ai eu un grave accident, et mon genou est complètement pété, j'ai toujours des problèmes et toujours des douleurs avec ça, et puis par ailleurs, moi-même, j'ai été littéralement soulevé par quelqu'un qui m'a magnétisé, j'avais les yeux fermés, et en passant sur le plexus solaire, j'avais les yeux fermés et ça m'a carrément soulevé de la table sur laquelle j'étais couché. Et elle me dit « Oulala, toi, t'as un petit peu des soucis d'ordre sentimentaux », ce qui était le cas, je dois dire. On se tournait autour avec une nana et je me demandais « Ah là là, qu'est-ce qui va se passer après ?» Donc, mais ça me paraissait tout à fait normal à ce moment-là. J'avais payé pour avoir une formation en magnétisme. Dans le magnétisme, on apprend à ressentir des choses. J'ai ressenti des choses. Donc, pour moi, tout cela était parfaitement normal. Et toujours est-il que j'étais pas trop enchanté par la perspective de faire mes classes comme tout le monde me le demandait et puis de me retrouver dans des journées d'approche psychocorporelle ou quelle que soit l'approche à 43 ans et demi en me disant mais qu'est-ce que j'ai loupé l'essentiel pendant ces 20 ans de carrière. Et pour moi, pas question de faire ce chemin-là. J'avais 30 ans et je me suis dit non, je vais partir directement dans ces approches-là. Et de manière générale, même déjà à l'université en psychologie, je pensais que j'allais rencontrer des gens hauts en couleur, un peu fantaisistes, un peu farfelus, voire même un petit peu perchés. Mais en réalité, pas du tout. Alors oui, il y en avait, mais ceux qui ont fini l'uni et qui partaient dans le domaine clinique étaient des gens absolument bien comme il faut, très bien insérés dans la société, parfaitement conformes à ce qui était attendu d'eux. Donc on fait des études, on prend un domaine qui donne du travail et après on va travailler après les études. On ne va pas griller des burgers au fast-food du coin alors qu'on a fait des études de psychologie. Et ça fait partie des déceptions que j'ai observées lorsque je faisais un peu le tour de la Suisse romande pour voir qui se consacrait à la synchronicité. C'est cet aspect de safety first et donc de sécurité avant tout chez les psychologues, de courir derrière un statut professionnel. Quand on a fini ses études, on travaille comme psychologue. Donc on ne va pas s'amuser à discuter de clairvoyance et de télépathie. Et moi, en parallèle, je voulais éviter de dépendre de mes parents à jouer le Tanguy. Et donc, je voulais avoir une indépendance financière. Et donc, heureusement que j'ai eu un entourage social et familial qui m'a toujours
pas vraiment sans le savoir, mais qui m'a toujours bien rappelé qu'il y avait des choses bien concrètes à régler. Oui, la synchronicité, c'est un beau sujet, mais tu manges quoi ce soir? Tu as acheté à manger, tu as été faire les courses, comment tu payes les factures à la fin du mois? Donc, en réalité, je trouvais un travail alimentaire définitif et c'est à ce moment-là que j'ai fait un petit peu le deuil d'une carrière soit en clinique, soit en recherche. Et j'arrête en réalité de courir derrière un statut professionnel. La formation en hypnose que j'ai commencé, je ne l'ai en réalité jamais terminée. Lorsque j'ai posé mon cabinet et tout mon matériel dans le cabinet, au moment où je m'étais assis dans mon fauteuil avant ma première consultation, j'étais déjà ailleurs. Je ne voulais, c'était pas ça que je voulais, donc j'étais déjà ailleurs et faute de patients, ma foi, j'ai pas terminé ma formation en hypnose. Et désormais, ça c'était à peu près en 2013, c'était moi qui allais décider seul de ce que je voulais faire. Et en gros, j'ai passé de 2013 à 2018 à prendre des notes, qui fait quoi, quand, comment, où, avec qui et pourquoi. Et là aussi, encore, beaucoup de déception du côté des acteurs impliqués. Et puis, avec cette impression-là que les acteurs impliqués dans les pratiques non conventionnelles ou de médecine intégrative ont une démarche promotionnelle avant tout, c'est de faire de la promotion de ces approches. Un peu comme les personnes qui s'intéressent à l'astrologie ou qui s'intéressent à tel ou tel outil. Non, en réalité, ils sont impliqués dans ce domaine-là, dans telle ou telle approche. Et c'est intéressant, oui, mais c'est surtout une volonté de dire, ah, tu connais, tu veux faire, il y a une journée de formation, il y a un séminaire, il y a un week-end pour apprendre ces approches, je t'inscris si tu veux, je suis dans le comité, etc. Donc on va faire la promotion de son approche, on va promouvoir telle ou telle méthode, ou son association, ou même simplement son ego, quelque part. Et ça, c'était un petit peu décevant, c'est qu'il n'y avait pas de volonté de clarifier ce sujet-là et de discuter de ce sujet-là en dehors de faire une démarche promotionnelle. Et il y avait aussi un silence assourdissant de la plupart des autorités aussi qui mettent en place certains diplômes sans réellement décrire et donner la nature de qu'est-ce que c'est que cette pratique-là. Et puis, il y avait aussi, en parallèle à ça, je me suis engagé dans le domaine associatif, en tant que membre du comité, en tant que secrétaire aussi. Et à ce moment-là, j'ai organisé des journées de formation continue. Et ça, je dois dire que j'ai adoré ces activités de secrétariat, parce que quand on est secrétaire, on sait tout ce qui se passe, des paiements, des personnes qui sont là, des intervenants, des participants, qui a payé, qui n'a pas payé, qui fait quoi. C'était extraordinaire. Moi qui ai passé plusieurs années à prendre des notes avec le secrétariat, c'était de faire tourner ces notes pour organiser des journées de formation continue. Et j'ai adoré en réalité organiser ces journées-là. Je me suis dit, c'est ça que j'aimerais faire après comme travail, c'est organisateur d'event pour finir. Mais au sein des associations, il y a cette rigidité institutionnelle où on n'a pas forcément le temps non plus de parler de tous ces sujets-là et de mettre en place des nouvelles journées de formation continue. Les associations sont là pour faire un travail qui est relativement pénible, harassant, administratif, de contact avec les autorités, de reconnaissance, les affaires courantes. Donc à chaque fois, l'ordre du jour, ça passera au prochain ordre du jour. Et puis en établissant l'ordre du jour la prochaine fois, on constatait que malheureusement, il n'y avait pas de place pour ces sujets-là. Donc ça sera au prochain ordre du jour. À un moment donné, c'était en 2018, je me suis dit, maintenant c'est terminé, je n'attends plus des organismes institutionnels, associations et fondations d'essayer de leur faire dégager du temps pour ce type de sujet-là. J'allais, moi, mettre en place, c'est ce que je voulais éviter pendant toutes ces années, de créer quelque chose de nouveau alors qu'il y avait des institutions existantes, mais ma déception de ces institutions-là m'a fait que en 2018, je ne décidais de ne plus attendre quoi que ce soit vraiment venant d'organisations ou d'associations, voire de ne rien faire sans avoir un financement et donc de rester là les bras croisés en disant « j'ai pas d'argent, je peux rien faire ». Donc l'idée, c'était de créer un centre de formation privé, c'est ce que j'ai fait, ça n'est pas une association, ça n'est pas une fondation,
pour avoir beaucoup de flexibilité et de pouvoir déterminer, c'est moi qui organise tout seul ce que je veux mettre en place et je choisis les sujets que je veux traiter et je pars à la recherche d'intervenants qui veulent bien consacrer une petite heure. Je me charge de l'organisation, de toute la mise en ligne, je rétribue les intervenants et ma foi, après, je vends les formations. Et donc, Psybay, c'était un peu ce modèle où je pensais à eBay. C'est une plateforme d'échange entre vendeurs de savoir et acheteurs de savoir. Et puis, ma foi, c'est dans le domaine un peu psy parce que ma conclusion, c'était un petit peu de dire il y a beaucoup de psychologie dans les thérapies complémentaires et voilà, j'aimerais avoir une plateforme très simple et très facile d'accès pour pouvoir avoir accès à du contenu de qualité et puis avoir avec cette petite carotte à la fin d'être reconnu comme heure de formation continue. Les professionnels de santé doivent faire un certain nombre d'heures de formation continue et moi je m'inscris dans ce domaine-là de fournir quelques 2-3 heures de formation continue très simple d'accès. Je dois dire que c'est en ligne principalement, ça c'est dû à la pandémie en 2020 où j'avais tout organisé pour faire une première journée à Lausanne. Tout d'un coup, lockdown, on ferme tout. Je me suis dit, bon, je patiente encore, mais j'étais un petit peu pressé, j'en avais marre de patienter, donc j'ai décidé de tout faire ça en ligne et de le rendre disponible 24 heures sur 24. Et c'est la raison pour laquelle Psybay est un centre privé qui va développer certaines prestations avec cette idée-là de parcourir ce domaine-là de manière le plus générale possible en évitant de tomber dans cet écueil-là de promouvoir telle ou telle approche ou alors d'absolument dénigrer ces approches-là parce que ça n'est pas scientifique et de dépasser cette espèce de clivage-là, de dire c'est prouvé et ça n'est pas prouvé dans ce domaine rationaliste-là et d'essayer d'avoir un aspect plus interdisciplinaire, c'est-à-dire d'avoir des intervenants qui sont aussi du domaine de l'anthropologie, de la philosophie ou de la théologie. Principalement maintenant les intervenants c'est des psychologues et des anthropologues, mais le but est d'avoir des intervenants pour avoir cette multiple regard, un peu comme mon travail de licence que tout le monde fait pour avoir sa licence, c'est-à-dire il y a une thèse, il y a une antithèse et il y a une synthèse. On va confronter les différents points de vue pour avoir un regard d'ensemble. Voilà, maintenant vous connaissez tout de Psybay et à peu près tout de moi. Merci.